Bienvenue dans les podcasts de l'envie. Chaque épisode est une porte entrouverte sur une décision, un moment, un déclic, une action qui aura souvent été à l'origine de bien belles aventures. Ici, l'envie n'est pas un mot abstrait. C'est une force concrète, celle qui sépare ceux qui rêvent de ceux qui font. Aujourd'hui, je reçois Frédéric Amespine. Alors, Frédéric, il a 60 ans, il habite à Paris, il est marié. Il dit toujours qu'il a 4 enfants plus 1, parce qu'il s'est marié 2 fois. Et il travaille dans le monde de l'événementiel depuis plus de 30 ans. Et puis, il est un peu couteau suisse. Il est concepteur, il est rédacteur, il est scénographe, il est coach. C'est un peu tout faire, entre guillemets, dans ce monde-là. Et puis, il aime transmettre, il aime enseigner, puisque depuis des années, il travaille dans des écoles de com auprès d'étudiants qui le kiffent vraiment, parce que je pense qu'aujourd'hui, il ferait des très, très concrets dans la manière de transmettre. Puis un jour, boum, il se réveille avec une envie nouvelle qui lui tombe sur la tête. Bonjour Frédéric. Salut Eric. Écoute, je suis super content de t'avoir dans le podcast de l'envie, qui est notre premier numéro. Je te remercie d'abord d'avoir accepté, entre guillemets, de nous raconter ta belle histoire d'envie. Alors, à propos, c'est quoi l'envie qui a bousculé la vie de Fred? Écoute, merci de me poser cette première question. Je suis sûr que te connaissant, il va y avoir plein d'autres questions hyper intéressantes. Écoute, c'est quoi l'envie qui a bousculé ma vie? C'était comme je pense chez pas mal de gens finalement. Tu sais, on entre parfois dans une carrière un peu par hasard, un peu par effraction, un peu, sauf quand on a évidemment une vocation et que c'est là depuis longtemps. Moi, c'était pas le cas. Moi, j'avais pas de vocation particulière. J'étais curieux et j'espère l'être toujours autant de plein de choses dans la vie. Donc, il y avait plein de trucs qui m'attiraient dans la vie. Et puis, voilà, je suis entré un peu par hasard dans une carrière au sein d'agences de production et de conception d'événements. Et ce métier-là, comme tu le sais, c'est un métier dans lequel on donne beaucoup, dans lequel on est très pris constamment. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de moment où on peut vraiment relâcher la pression. On est sous pression tout le temps. Je crois d'ailleurs que ça fait partie des 5 métiers les plus stressants au monde. Il y avait une étude qui était sortie là-dessus il y a quelques années. Donc c'est effectivement un métier où on gère du stress. D'abord, on gère le sien, et puis souvent on gère celui des clients. Et c'est un métier où je pense qu'on s'use vite, on s'use peut-être plus vite que dans d'autres métiers. Alors, comme il se trouve qu'en plus, c'est un métier dans lequel l'éphémère compte beaucoup, c'est-à-dire que on fait un événement une fois, on ne va pas le répéter 600 fois. Voilà, il y a des comédiens qui montent sur les planches et qui rejouent la même pièce pendant des centaines de soirées. Quand tu fais un événement, en général, c'est un événement, tu joues une fois. Tu n'as évidemment pas droit à l'erreur, il faut tout avoir calculé, prévu, anticipé, faire un plan A, un plan B, un plan C, etc. Bref. Mais moi, ce qui m'a pesé au bout d'un moment, ça a été le côté gérer de l'éphémère. C'est-à-dire que être confronté tout le temps à une espèce de réaction à la fin d'un événement qui consiste à te dire, en fait, le truc est passé en 2 secondes. Je viens de passer 3 mois de ma vie à préparer un truc qui est hop, voilà, c'est fini. Ça, au bout d'un moment, il y a eu une forme de lassitude de ça chez moi. Et donc, je me suis posé la question qui est une question, je pense, fondamentale, qui rejoint un peu le but de ton podcast. C'est la question de l'envie. C'est-à-dire, finalement, tu as 45 ans, ça fait déjà une vingtaine d'années que tu fais ce métier, et tu commences à te dire, mais est-ce que j'ai envie de le faire toute ma vie? Est-ce que j'ai envie de continuer à gérer des choses qui sont aussi éphémères que la pousse d'un coquelicot finalement? Ça apparaît, puis aussi vite que c'est apparu, ça doit disparaître. Donc ça a été un peu la réflexion qui m'a habité pendant quelques années, parce que je suis d'une nature lente, et donc il a fallu mûrir tout ça pendant un certain temps. Mais voilà, l'envie, pour répondre à la question, l'envie qui a bousculé ma vie, c'est de vouloir continuer d'être en vie, justement. C'est-à-dire ne pas se laisser engloutir par un métier qui peut être justement très engloutissant. En tout cas, c'était ma manière à moi de le vivre. Alors, j'imagine qu'il y a eu des déclics, parce qu'on le sait tous, l'envie, ça naît d'un déclic qui est provoqué souvent par une situation, par un manque, par une rencontre, ou peut-être même par un rêve. Alors, toi, en vrai, ton envie, elle est née comment? Est-ce que l'envie, tu l'as choisie ou elle t'a choisi? Très jolie question.
Alors, en fait, je pense que dans tout ce que tu as cité comme cause possible d'une envie, eh ben, chez moi, c'est la totalité. Tu peux mettre un plus entre chaque mot que tu as prononcé. C'est-à-dire qu'il y a eu une situation, plus un manque, plus une rencontre, plus un rêve. Alors, la situation, bah, elle n'est pas très drôle, en fait. Je vais un peu plomber l'ambiance dès le départ, mais en fait, la situation, c'est que je perds mon père assez brutalement. On est au cœur de l'été. Je viens de passer des vacances avec mon épouse de l'époque et mes enfants. On était chez mes parents en vacances et puis je repars de vacances et quelques jours à peine après être rentré à Paris et avoir redémarré mon travail, j'apprends que mon père a fait un AVC. Et donc, je quitte mon boulot, je repars en province et puis bah, je vais l'accompagner du mieux que je peux jusqu'à la fin. Et donc ça, c'est un gros choc. C'est un choc très, très, très violent, mais vraiment très, très, très violent. Je pense qu'en plus, comme j'ai sans doute une forme de sensibilité particulière, ça prend des proportions chez moi extrêmement violentes et physiques. Je suis hospitalisé d'urgence après l'enterrement de mon père. Et là, le déclic, il est là. Le déclic, il est sur pourquoi mon corps parle à ma place. C'est-à-dire, comment ça se fait que je veux dire, il y a des millions d'êtres tous les jours qui perdent malheureusement un parent sur cette planète. Pourquoi moi, ça m'atteint à ce point? Il faut que je cherche. Je vais chercher à comprendre. Donc, je vais me poser plein de questions. Alors déjà, je vais commencer à écrire, parce que l'écriture va être vraiment une forme de thérapie pour moi au départ. Et puis, je vais chercher. Donc, je vais chercher des réponses dans la spiritualité, je vais chercher des réponses dans plein de choses. Euh, et donc, pour revenir à tes critères, le manque, oui, le manque, il est là. C'est-à-dire que, oui, il y a un manque. Il y a un manque de sens. Pourquoi cette disparition de mon père m'impacte à ce point-là? Il y a forcément un sens à chercher à ça. Et donc, je vais chercher. Et quand on cherche, on trouve, paraît-il, dit l'Évangile. Donc, je cherche. Et puis alors, je vais faire, et c'est là où tu peux rajouter un petit plus entre tes mots, je vais faire une rencontre. Et cette rencontre, elle va bouleverser la suite de ma vie. Cette rencontre, c'est un petit bout de bonne femme, mais vraiment un petit bout de bonne femme, quoi. Je rencontre une femme qui s'appelle Denise et qui a une cinquantaine d'années, tout petit bout de femme. Je pense qu'elle devait faire 1m50, 1m51, vraiment un tout petit bout de femme. Et cette femme, elle est praticienne en acupuncture. En fait, ce qui était très drôle, c'est que j'avais la solution sous les yeux depuis des mois et des mois et des mois, puisqu'en fait, son cabinet était installé à 20 mètres de l'endroit où je travaillais, de l'agence dans laquelle je travaillais à l'époque. Et donc, je passais devant son cabinet matin et soir. C'est très bizarre. Et là, il y a un jour où je passe devant et je m'arrête et comme s'il y avait une espèce de force qui m'avait poussé à entrer dans ce petit cabinet et à tomber sur ce petit bout de bonne femme. Et ce petit bout de bonne femme va me remettre sur pied en très peu de temps, alors que j'étais entré chez elle dans un état où j'avais 37 ans à l'époque et je pense que je devais à l'époque marcher dans la rue comme un petit vieillard de 70 ans. Et elle me remet sur pied. Et elle me remet sur pied avec des aiguilles, avec des trucs qui chauffent des points. Je comprends rien à ce qu'elle fait. Je comprends rien, mais ça m'intéresse. Et ça m'intéresse à tel point que je lui pose des questions. Je veux comprendre. La clé, en fait, chez moi, je pense qu'elle est là. Elle est sur le besoin, l'envie de comprendre. L'envie de comprendre comment ça marche. L'envie de comprendre d'où ça vient. Qui a inventé ça? Est-ce qu'il y a des lois? Est-ce que c'est de la magie? Est-ce que c'est pas du tout de la magie? Je veux comprendre. Donc, je lui pose tout un tas de questions à chaque fois que je vais la voir. Je lui pose plein de questions et elle est assez sympa pour prendre le temps de me répondre. Et ça va faire naître chez moi l'envie d'en savoir un peu plus. Alors, je vais commencer à acheter des bouquins sur l'énergétique chinoise. Et puis moi, parallèlement, je continue moi à écrire aussi. C'est-à-dire que pendant toute cette période-là, moi, j'écris des choses. Et puis un jour, je décide de chercher un éditeur, donc je vais publier un premier bouquin. Et puis parallèlement à tout ça, je continue à creuser cette pensée taoïste qui m'attire, que je trouve passionnante de profondeur, qui est pas dans le jugement, qui donne des pistes de vie. Et ça répond à un manque chez moi. Pour revenir sur tes mots, Eric, ça répond à un manque. Et donc, cette rencontre avec ce petit bout de femme, Denise,
va vraiment déclencher chez moi l'envie pas encore l'envie d'en faire quelque chose, mais en tout cas l'envie, comme souvent chez moi, ça passe d'abord par le mental, et donc l'envie d'abord de comprendre, l'envie d'intégrer et l'envie d'en savoir plus. Il y a là quelque chose qui va titiller ma curiosité. Et donc, je vais plonger petit à petit, doucement. Au début, bon, ça reste un intérêt parmi d'autres pour moi. Je suis passionné par l'histoire, je suis passionné par plein de choses finalement. Mais donc, je rajoute une passion supplémentaire. Et puis finalement, petit à petit, cette passion, elle va un peu grandir, quoi. Voilà. En préparant ce podcast, tu me parlais qu'une fois que tu avais quand même travaillé, entre guillemets, sur tes envies, tu avais 3 pistes possibles ou potentielles pour faire évoluer, entre guillemets, justement, en gros, ta profession ou ce que tu avais envie de faire par rapport à ton envie. Et puis ensuite, tu as dû choisir ou tu as choisi de choisir, on va dire, puisqu'on a toujours le choix, selon moi. Et donc, tu as déclenché une exploration plus qu'une autre. Oui, alors c'est rigolo parce que en t'écoutant, tout d'un coup, il y a un truc qui me saute à la figure et que je n'avais pas vu jusqu'à présent. Oui, j'ai en fait cette forme de lassitude d'avoir à me coltiner de l'éphémère dans mon travail m'avait petit à petit poussé à me dire, bon, ok, arrivé à 50 ans, il sera peut-être temps que je fasse autre chose. Alors, quand on se pose ce genre de questions, on se dit, ok, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire d'autre? Et là, ce qui me saute à la figure dans ta question, c'est que dans les 3 pistes que tu évoques, les 3, finalement, me renvoient à l'exact opposé de l'éphémère. Je m'explique. La première piste qui m'est venue, c'est la piste de la librairie, les livres. Depuis que je suis tout petit, je suis attiré par les livres. Je pense que j'ai su peut-être lire avant de parler. J'exagère, mais les livres, c'est pour moi, un livre, c'est un monde en soi. Et donc, ça m'a toujours profondément ému d'avoir un livre dans les mains. Je suis de cette génération où je peux pas lire sur une tablette. Je dois avoir le papier. Il faut que je sente le papier, il faut que je sente l'encre. Donc, les livres, ça a été mon premier choix. Je me suis dit, bah écoute, t'aimes tellement les bouquins, t'as qu'à devenir libraire en fait. Arrête d'aller faire des événements aux 4 coins de la planète ou aux 4 coins de la France. Pose-toi quelque part, ouvre une librairie et puis partage avec les autres. Vous allez voir que le partage, c'est aussi un truc qui m'a guidé, je pense. Mais partage avec les autres tes goûts pour la lecture, les gens que tu aimes lire, les bouquins qui t'attirent, ceux qui t'ont marqué, etc. Voilà. Donc, mon premier truc, c'est de me dire, OK, j'ouvre une librairie. Alors, je vais rencontrer mes copains libraires qui sont en bas de chez moi. Je leur pose 2, 3 questions. Je fais le tour des 3, 4 librairies autour de chez moi. Je les interroge. Alors, ce métier, c'est quoi? Comment ça marche? Qu'est-ce qu'il faut pour s'en sortir, etc. Et en fait, très, très vite, je me rends compte que je ne suis pas armé pour ça. C'est-à-dire que il faut être un gestionnaire de stock. C'est-à-dire qu'en fait, je suis un peu réducteur en disant ça, hein, mais faut gérer des livres qui arrivent dans des caisses. Alors, on ouvre les cartons, on déballe les trucs, on les rentre dans un ordinateur pour avoir un stock, et puis ensuite, on va les ranger dans des librairies, dans des bibliothèques, dans des étagères. Et puis, quelques jours plus tard, ceux qu'on n'a pas vendus, on les remet dans les cartons et on les renvoie. Et finalement, il reste peu de temps pour lire, on est épuisé, on a porté des cartons, on a déballé des cartons, on a rempli des cartons, on a vidé des cartons. Bref, on a fait un carton, mais on n'a pas lu. Et donc très vite, je me suis dit, ça va pas être pour moi, je vais être frustré très très vite, ça m'intéresse pas, j'ai pas envie d'être frustré. La deuxième piste, et vous allez voir que là aussi, c'est symboliquement, ça vient de me sauter à la face, c'est l'exact opposé de l'éphémère. La deuxième piste, c'est les bijoux, les pierres, plus particulièrement les pierres. C'est-à-dire la pierre, c'est vraiment ce qui est tellement dur, le diamant est tellement dur qu'en fait, ça fait des milliards d'années qu'il est là et il est toujours là. Donc c'est vraiment l'exact opposé de l'éphémère, la pierre. Et il se trouve que je suis d'une famille, du côté de ma mère, d'une famille de bijoutiers. Et j'ai toujours aimé les bijoux. J'ai toujours aimé dessiner des bijoux. Et donc je me dis, OK, allez, vas-y, dessine des bijoux, fais-en un métier, etc. Et donc là aussi, pareil, rebelote, je me renseigne sur les différentes formations possibles. Et puis assez vite, finalement, je me rends compte que ça va pas être pour moi non plus et qu'il y a peut-être autre chose à faire. Et cette autre chose, c'est ma troisième piste, qui est là, quelque part au fond, et c'est la piste de l'acupuncture. Et vous allez voir que cette acupuncture, elle est probablement dans ma tête depuis déjà longtemps. Le premier bouquin que j'ai publié est un bouquin que j'ai écrit en
2007, je crois. J'ai commencé à l'écrire en 2007. Dans ce roman, mon héros va devenir un acupuncteur en Chine. Et donc, quelque part, c'est comme si, finalement, cette troisième piste n'était que la vraie seule piste. Et que c'est comme si mon inconscient m'avait dit, OK, va explorer les deux autres, mais pour être bien sûr que c'est la troisième qui sera la bonne. Et donc, cette troisième piste, je vais effectivement faire comme avec les deux autres. Je vais chercher des formations. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est uniquement l'acupuncture. C'est-à-dire que dans la médecine traditionnelle chinoise, il y a 5 disciplines. Celle qui m'intéresse, celle que je veux pratiquer moi, c'est l'acupuncture. Les 4 autres m'intéressent moins. Et puis surtout, je me dis, bon, j'ai un certain âge, déjà me lancer dans l'acupuncture, ça va être quand même une aventure, une traversée compliquée. Voilà, ça fait 30 ans que j'ai pas remis mes fonds de culotte sur un banc d'école. Donc, est-ce que je suis vraiment prêt à affronter ça? Donc, voilà, je cherche et je finis par trouver une école ici à Paris qui forme à l'acupuncture traditionnelle taoïste. C'est-à-dire exactement, finalement, ce qui me correspondait le plus, je pense. Et donc, je vais aller écouter le directeur de cette école. Il se trouve qu'il donne des conférences, donc je vais aller l'écouter en conférence pour être bien certain que c'est bien cette approche-là qui m'intéresse. Et je suis convaincu dès la première conférence, j'ai trouvé. Voilà, j'ai trouvé ce que je vais faire pour les 10, 15, 20 ans qui me restent, 30 ans qui me restent à vivre sur cette petite planète. Il y a une raison principale, Fred, qui dit que tu as plutôt choisi ça que la librairie ou que la bijouterie, ou il n'y a pas vraiment de raison, c'est un cheminement et l'envie plus qui s'est dégagée sur cette partie-là plutôt que des deux autres? Il y a vraiment une raison centrale qui t'a poussé vers l'acupuncture? À l'époque où je fais ce choix-là, je ne le sais pas encore. Okay. Mais avec le recul, je suis capable de répondre à ta question en te disant l'acupuncture me permet de me relier à quelque chose de plus grand que moi. Ce que m'aurait peut-être permis la littérature en devenant libraire, mais d'une autre manière, moins immédiate. Ce que m'aurait peut-être permis le travail des pierres, mais là aussi d'une autre manière. Si j'étais franc-maçon, j'y verrais presque un symbole, c'est-à-dire de tailler sa pierre. Je pense que sans le savoir, au moment où je choisis l'acupuncture, je choisis un chemin spirituel. Je vais le découvrir par la suite. Et ce chemin, il m'engage vers l'appréhension taoïste du monde. Bon, voilà, on va pas discourir sur le taoïsme, mais c'est, je pense, inconsciemment, ce que je perçois à l'époque où je choisis d'entrer dans cette école. Cette école, elle a la particularité d'être l'héritière des premiers Français qui sont partis en Chine et qui ont ramené l'acupuncture d'abord en France pour ensuite l'exporter un petit peu en Europe. Mais nous, Français, c'est ça qui est quand même dingue, c'est qu'on est les héritiers de cette pensée-là que les Chinois ont eux-mêmes tenté d'éradiquer. Je veux dire, Mao a fait beaucoup de dégâts en Chine contre la pensée taoïste et contre les acupuncteurs qui étaient pour lui des vieux barbons, des vieilles choses qu'il fallait absolument éliminer de la surface de la Chine. Il a failli réussir et grâce à nos anciens Français, cette pensée acupuncturale taoïste, elle a survécu ici à Paris. Et le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, des Chinois viennent se former ici chez nous pour repartir en Chine avec leur pensée taoïste. C'est ça qui est quand même complètement dingue. Donc, voilà, je pense qu'il y a, je trouve sans le savoir, je trouve un lien spirituel que probablement je cherchais et qui était important pour moi. Voilà. Alors tout à l'heure, tu parlais du durable et de l'éphémère. Je pose la question volontairement provoque. Est-ce que l'acupuncture, c'est pas éphémère par rapport à un soin que tu peux donner ou est-ce que ce vœu du départ a évolué et finalement tu reviens dans l'éphémère? Alors, je pourrais te répondre d'une pirouette et je vais le faire. Il y a quelques années, le directeur de cette école, qui s'appelle Jean, il a fondé cette école il y a plus de 40 ans maintenant, mais c'est un chercheur. Il continue à chercher des choses autour de l'acupuncture. Et donc, régulièrement, il publie des bouquins qui sont le fruit de ses recherches. Et il y a quelques années, pendant que j'étais à l'école, il s'est trouvé que j'ai un lien avec lui qui est, voilà, je pense un lien presque fraternel avec lui.
Il s'est trouvé il me parle d'un manuscrit qu'il est en train d'écrire, qui sera son prochain bouquin à l'époque. Il va sortir un bouquin sur l'acupuncture, bon, sur un aspect très précis de l'acupuncture, etc. Et il cherche le titre. Et comme il sait que j'écris, comme il sait que j'ai moi aussi publié des livres, etc., il vient me voir, il me dit, Fred, j'aimerais que tu réfléchisses, je vais te donner le manuscrit à lire et tu vas essayer de me trouver un titre. Et donc, je lui ai fait une liste de propositions de titres. Et il a retenu un titre pour son bouquin. Le bouquin a été publié et le bouquin s'appelle L'acupuncture, l'éphémère pérennité. Oui. L'éphémère pérennité, c'est-à-dire un oxymore. Comment est-ce que la pérennité peut-elle être éphémère? Et donc, c'est une pirouette pour répondre à ta question. En fait, l'acupuncture, d'abord, elle est pérenne parce qu'elle est là depuis des milliers d'années. Et elle est pérenne aussi vis-à-vis de chacune des personnes qui vient me voir pour que je l'accompagne. On fait ensemble un petit bout de chemin. On se prend mutuellement par la main. Il paraît qu'on a en acupuncture, comme sans doute dans d'autres thérapies, il paraît qu'on a les clients ou les patients qui nous ressemblent. Probablement, mais moi je suis convaincu que les clients que j'ai, je leur donne autant qu'ils me donnent. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'échange. Je parlais de générosité, je crois, ou d'échange. C'est en ça que c'est pas du tout éphémère. On construit quelque chose qui, de toute manière, restera chez le client qu'on a suivi, qu'on a accompagné pendant quelques semaines, quelques mois, parfois quelques années. J'ai dans les gens qui viennent me voir aujourd'hui des gens que je vois depuis 5 ou 6 ans maintenant. Donc, c'est pas du tout éphémère. On construit quelque chose dans la vie des gens. C'était pour le joke, ça, par rapport à ton propos précédent. Maintenant, si on revient précisément, si on refait un refocus sur ton histoire, comment ça se passe une fois que le déclic il est passé? Comment t'expliques ça à tes proches? Comment ta femme et tes enfants réagissent? Parce que finalement, si j'entends, tu vas arrêter un métier, tu vas commencer un autre, tu vas muter, tu vas devenir un papillon. Comment ça se passe? Comment ton environnement, ton entourage, ta situation familiale évolue et comment ils réagissent par rapport à ce grand changement finalement? Ouais. Non, je rigole parce que ça me permet de faire le lien aussi avec un dernier mot que tu avais prononcé au début, qui était le mot de rêve. Oui. Est-ce que cette envie, elle vient aussi d'un rêve? Oui. Oui, elle est venue aussi d'un rêve. C'est ça qui est assez dingue. Et rêve pour lequel j'aurai l'explication une fois que j'aurai démarré mes études d'acupuncture. Je m'explique. Pendant que j'étais dans cette grosse réflexion de qu'est-ce que j'ai envie de faire, évidemment, je partageais ça avec ma femme, je partageais ça de temps en temps avec mes enfants, je n'avais pas trop envie de les déstabiliser non plus avec ça, mais ils étaient bien au courant, ils voyaient bien que ça tournicotait dans ma tête. Et donc, j'avais des échanges assez réguliers quand même avec ma femme sur le sujet. Et puis, un dimanche matin, je me réveille. À peine réveillé, je dis à ma femme, je viens de faire un rêve complètement dingue, incroyable. Il dit, ah bon, vas-y, raconte. Et je lui raconte ce rêve. Et dans mon rêve, je suis dans une pièce très lumineuse. Je suis vraiment baigné de lumière. Une lumière très douce, très belle, très chaude, très enveloppante, apaisante, vraiment très apaisante. Je suis dans une espèce d'état de sérénité absolue. Et dans ce rêve, je me vois avec des aiguilles à la main et je viens accompagner, soigner des enfants. Je pique un enfant. Et le fait de piquer cet enfant me remplit d'une espèce de gratitude. Je peux pas dire autre chose, je crois que c'est vraiment de la gratitude. Je suis dans une gratitude infinie vis-à-vis de ce que je fais. C'est comme si, dans ce rêve, j'avais trouvé ma place. Voilà, j'ai trouvé ma place. Et je raconte ce rêve à ma femme. Et comme elle sait que je suis dans un questionnement depuis déjà plusieurs mois autour de qu'est-ce que j'ai envie de faire, elle me regarde et elle me dit, bah, c'est bon, je crois que tu as la réponse à ta question. Et moi, je redescends d'un coup là. Et je lui dis, mais quelle question? Elle me dit, bah, Fred, quand même, ça fait des mois que tu te poses la question de qu'est-ce que tu as envie de faire. L'acupuncture fait partie de tes envies. Elle me dit, tu crois pas que tu as la réponse à ta question? Et là, tout d'un coup, je me dis, mais bien sûr, en fait, elle a raison. J'avais pas vu le truc. J'avais pas vu le truc. Il était sous mon nez, je ne l'avais pas vu. Et quand j'ai démarré mes études d'acupuncture, après ça, et que dans ces études d'acupuncture, j'entends que les Chinois considèrent que les organes du corps, les organes yin du corps, sont des coffres
dans lesquels sont enfermés des trésors. Chaque organe yin a son propre trésor. Ce trésor, c'est une entité. Il porte un nom pour chacun de ces organes. Et il se trouve que l'organe foie, le foie, est le lieu dans lequel siège une entité que les Chinois appellent le Hun. Et ce Hun, il a la particularité, c'est la seule entité des organes yin à pouvoir quitter son organe la nuit, voyager. Il part, ce Hun, il part voyager, il part se balader dans le passé, dans le présent et dans le futur, et il revient loger dans le foie. Et c'est comme ça que les Chinois, les anciens Chinois, expliquaient les rêves. Le Hun voyage. Et il faut absolument qu'il revienne dans le foie, parce que s'il ne revient pas, alors on va être confronté à des pathologies lourdes, qui sont des pathologies d'entité du foie. Et quand j'entends ça, mais je me dis, mais c'est génial, c'est génial. Mon Hun est parti voyager, et mon Hun m'a rapporté mon futur. Mon Hun est revenu m'expliquer mon futur, me donner mon futur. Oui, Fred, tu peux demain, toi aussi, devenir un praticien en acupuncture et tu peux accompagner des enfants. Et je ne te raconte pas l'émotion qui a été la mienne et qui est encore là quand je t'en parle. L'émotion qui a été la mienne de le premier jour, la première fois où j'ai vu arriver un enfant pour que je l'aide. Un enfant qui dormait mal et pour que je l'aide. Et c'est une émotion qui m'habite encore, quoi. Voilà. Donc, mais personne autour de moi, pour répondre très clairement à ta question, comment je l'explique à mes proches? Ben, je leur dis, en fait, ça y est, les gars, ma famille, mes amis, je leur dis, ben, en fait, vous savez quoi, j'ai trouvé, je sais ce que je vais faire, je vais devenir, je me lance dans des études d'acupuncture. Je te jure que c'est vrai. Personne ne m'a dit, mais Fred, t'es complètement dingue. Personne ne m'a dit ça. Tous m'ont dit, mais Fred, mais c'est fait pour toi. C'est-à-dire que c'est comme si les autres avaient su avant moi que ce chemin-là était le mien. C'est quand même dingue, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu dis, les gars, je vise l'Himalaya. Parce que pour moi, c'était l'Himalaya. 4 ans d'études, tu as 50 balais ou pas loin de 50 balais. Tu dis aux autres, je vais refaire des études. Ah bon, c'est génial, Fred, c'est fait pour toi. Mais alors, c'est combien de temps? Ah ben, c'est 4 ans, les gars. Waouh! 4 ans. Ah ouais. Les autres m'ont dit, vas-y, fonce, c'est fait pour toi. Mais c'est tellement toi. Tu peux pas te tromper si tu fais ça. Par contre, oui, tu peux galérer. Oui, ça, c'est sûr que tu vas sans doute galérer. Mais vas-y. Et ma femme, comme mes enfants, comme mes copains, comme ma famille, personne m'a dit, t'es complètement dingue. Voilà. Alors après, j'y suis allé un peu. Je suis allé un peu la fleur au fusil, hein, probablement. Je pense qu'il faut une part un peu de folie, même, un peu de folie. Un peu de folie. Je pense qu'il n'y a pas d'envie, sans folie. Enfin, je crois, pour être passé maintenant par ce chemin-là, c'est vrai que c'était un peu fou. Mais je regrette évidemment pas, quoi. Et quand on est dans le mouvement, quand tu as déclenché, entre guillemets, ta voix quelque part, est-ce que l'envie, elle évolue? Moi, j'ai toujours envie de se dire que l'envie, c'est un peu comme un signal Wi-Fi, ça connecte, ça déconnecte, ça connecte, ça déconnecte. Absolument. Il faut pas avoir envie en permanence, tout le temps. Absolument. Est-ce que cette envie, elle t'a donné un cap, entre guillemets, que t'as pas lâché ou que potentiellement tu as pu lâcher pendant quelques mois? Et comment tu as vécu finalement avec, à la fois, parce que je connais un peu le sujet, tu avais toujours ton métier d'avant, ton métier de demain, et au milieu, il y avait cette espèce de boussole de l'envie, où quelque part, il y avait un envie énorme d'un côté et une envie peut-être moindre de l'autre côté. Comment tu as pu combiner les deux et comment tu vis avec cette chose? Parce qu'à un moment, il faut bien plonger dans l'eau, il faut bien plonger dans la piscine, mais cette envie-là, est-ce qu'elle avale l'autre ou tu as réussi à les combiner? Alors, je suis complètement d'accord avec toi. J'y connais pas grand-chose en électricité, c'est du AC/DC, quoi. C'est-à-dire que c'est là ou c'est pas là. C'est fluctuant. Je suis complètement d'accord avec toi. On n'est jamais à 100% de l'envie. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas eu la sensation d'être à 100% de l'envie. Alors maintenant, aujourd'hui, ma femme ou mes enfants parfois me disent, mais Fred, tu nous saoules avec tes histoires d'acupuncture, ton méridien machin, parce que oui, si tu veux, il y a un moment donné où ça m'a habité beaucoup. Ça m'habite encore beaucoup. C'est-à-dire que je croise des gens dans la rue et je dis, ah, tiens, là, oh la vache, il y a un vide de rein yin, là, waouh, c'est violent. Parce que je remarque des choses, parce que oui, l'attitude physique des gens, leur manière de parler, leur teint, la couleur de la peau, la manière de respirer, la manière de parler, tout ça, ça m'envoie des signaux.
énergétique chinois. C'est-à-dire que je suis capable de décoder tout ça. Donc parfois, oui, c'est saoulant pour les autres. Maintenant, pour répondre à ta question, il y a plusieurs manières d'y répondre. D'abord, merci à la confiance que m'a fait mon épouse. C'est-à-dire que Ouais. il y a un moment où quand tu lui dis, bon, en fait, je vais en prendre pour 4 ans. Elle aurait pu me dire, Fred, t'es gentil, mais tes conneries là, ça va quoi. Et elle a eu la grande intelligence du cœur de comprendre que c'était très important pour moi, probablement fondamental pour moi. Et elle m'a accompagné là-dedans. Je dis qu'elle m'a accompagné parce que pendant 4 ans, ça veut dire passer en gros un week-end par mois à suivre des cours, samedi, dimanche. Ça veut dire 2 fois par an partir pendant 4-5 jours en province pour être plongé en direct avec des patients, des clients, des vraies pathologies, des gens qui viennent avec des vrais problèmes et qu'il va falloir aider. Et donc ça, c'est des formations, ça fait partie de ma formation, des formations cliniques. Donc pendant 2 fois par an, pendant 4 jours, je suis pas là. C'est des soirées à réviser des cours. C'est mes vacances d'été où tous les jours, parce que les examens arrivent en septembre, bah, je passe mes vacances d'été à réviser. Donc, si tu veux, c'est une vie pour eux, pour mes enfants, qui est pas très poilante hein, à ce moment-là. C'est pas très drôle. Donc, merci, un énorme merci à eux parce que ils ont traversé ça avec moi. Ensuite, je suis pas tout seul. C'est-à-dire que cette école, elle me plonge dans une promo où je suis avec des gens. La plus jeune doit avoir 22 ans. Je suis le plus âgé et je fais des rencontres extraordinaires. Je fais des rencontres de gens absolument extraordinaires. Et il y a tout de suite une entraide dans cette promo extraordinaire. Et les profs nous le disent. Les profs nous disent, vous êtes une promo, on n'a jamais vu ça. Il y a un esprit dans cette promo de dingue. Et ça va beaucoup m'aider. Parce que oui, bien sûr, l'envie est là. Au début, elle m'habite énormément. Mais il y a des moments de doute. Il y a des moments où je vais avoir envie d'abandonner. La deuxième année, c'est une année très compliquée. Il faut apprendre des dizaines et des dizaines de pathologies. Il y a un soir où j'appelle ma femme, je suis en Bretagne, je suis en plein stage clinique au bout du 2e jour, et je l'appelle un soir, je suis effondré, et je lui dis, je ne vais jamais y arriver. C'est trop dur, je vais laisser tomber. Et vraiment, j'étais à 2 doigts de reprendre un train le lendemain matin pour rentrer à Paris. Et elle m'a dit, Fred, tu vas pas laisser tomber. Tu es au milieu du gué. Tu vas pas t'arrêter là. C'est ton truc. T'es fait pour ça. Ton envie initiale, quelque part, est-ce qu'elle a réveillé ou en tout cas, est-ce qu'elle a allumé d'autres envies au fur et à mesure que tu avançais dans le chemin? Parce que j'imagine que par rapport à ce que tu dis, tu as des hauts, des bas, des hauts, des bas. Et donc, finalement, l'envie, elle se multiplie en certains nombres. C'est comme un tronc avec des arbres, avec des branches et qui vont te donner envie petit à petit d'avancer sur tel ou tel chemin. Ou est-ce que ton envie centrale, c'est toujours la même et elle bouge pas et tu traces jusqu'à que tu finisses tes 50 études? Alors, écoute, non, le tronc central pour reprendre, c'est très rigolo parce que l'image que tu prends, c'est une image très parlante pour les acupuncteurs. L'image que tu prends du tronc, oui, le tronc est toujours là, le tronc a toujours été là. Le tronc a toujours été là, il a jamais varié, il a pas poussé tout droit, bien sûr. C'était pas le tronc d'un peuplier, mais l'envie fondamentale de me lancer dans ce chemin de l'acupuncture taoïste, à partir du moment où je me suis inscrit à cette école, cette envie a toujours été là. Après, pour continuer ton image, il y a des branches qui sont apparues parce que j'ai découvert dans cet enseignement, j'ai découvert un autre univers. C'est-à-dire que tout d'un coup, moi qui me pensais curieux de plein de choses, je me suis retrouvé à me dire, mais tu es un enfant de 6 ans qui va apprendre une autre écriture. Je découvre au travers de cette pensée taoïste, je découvre plein d'autres choses que je n'avais jamais abordées dans ma vie. Donc ça me donne évidemment d'autres envies, des envies connexes, des envies d'aller lire Chuang Tzu, des envies de me plonger dans la pensée chinoise. Donc je vais évidemment aller chercher des bouquins qui vont m'aider à comprendre cette pensée chinoise, qui n'a rien à voir avec la nôtre, mais rien. Je veux dire, c'est un autre monde, mais vraiment une autre planète. C'est comme si j'arrivais sur une autre planète. Donc, je repars from scratch. Voilà. J'oublie tout ce que j'ai appris, lu depuis 45 ans. Et puis, il va falloir que je reparte, que je me remette. Mais c'est génial, hein. Je trouve que
on devrait tous passer par ça. C'est tout d'un coup enlever toutes les pelures d'oignon qu'on a pu avoir dans sa vie et se remettre au cœur de qui on est. De se remettre à se dire, je suis un enfant de 5 ou 6 ans et je vais repartir pour apprendre des choses que je ne connais pas. Mais c'est génial. Je te jure, c'est absolument génial. Et donc, cette promo, elle m'a aidé parce qu'il y a des moments où tu flanches. Il y a des moments où d'autres ont flanché et où c'est moi qui suis venu pour leur dire, mais non, lâche pas l'affaire, accroche-toi, on est là, on peut t'aider, on va te faire réviser, tu vois, on va y arriver ensemble, quoi. On a démarré ce chemin ensemble, on va aller jusqu'au bout ensemble. Alors, on n'y est pas tous arrivés. On n'a pas tous sur cette promo de, je ne sais plus combien on était, 22, 25. Bon, il y en a qui ont lâché l'affaire en cours de route. On n'était pas 25 à être diplômés à l'arrivée. Mais c'est pas grave. Ça a fait naître chez moi, pour répondre à ta question, oui, ça a fait naître chez moi des branches qui ont poussé sur ce tronc. Oui, ça c'est sûr. Ça m'a donné, tu vois, je me suis mis à faire du chinois, à apprendre le chinois. Ça a donné d'autres petits déclics. Et en fait, tu te rends compte que c'est un tel univers, cette pensée chinoise et cette pensée taoïste derrière laquelle il y a cette acupuncture, ça donne forcément envie d'aller grappiller plein de trucs. Donc, dès que je vois passer un bouquin qui parle un peu d'énergétique, oui, l'énergétique, c'est quoi l'énergétique? Alors, il y a les Chinois qui en ont une vision, mais ça pousse à essayer d'aller voir. J'entendais ce matin le prix Nobel Alain Aspect. Extraordinaire, extraordinaire. La pensée de ce type qui est capable de dire, mais je vais remettre en cause ce qu'a dit Einstein. Ah ouais, ok. Et il y va, il cherche, il se pose des questions. C'est un peu pareil à mon humble niveau, je suis évidemment pas prix Nobel, mais c'est toujours se poser des questions, c'est essayer d'aller comprendre des choses. Voilà, je dis pas que j'ai tout compris, mais en tout cas, j'ai la sensation qu'aujourd'hui, je suis à ma place. Alors, pour finir de répondre à ta question, c'est comment je fais pour garder l'envie allumée. Alors, il y a d'abord le fait que je continue à faire mon ancien métier, par moment, avec des gens qui ont la gentillesse de me confier des missions, et elles peuvent être de nature très variable. Et donc ça, c'est cool, parce que je continue à accompagner des clients, des agences qui sont mes clients à moi, et puis leurs clients à eux, dans des projets d'événements. Et en fait, ce qui est très marrant, c'est que j'ai la sensation maintenant que, oui, je touche à l'éphémère d'un côté avec l'événement, et je touche à la pérennité de l'autre avec l'acupuncture. Donc, c'est marrant parce que quand j'ai proposé ce titre d'éphémère pérennité à Jean, il y a quelques années pour son bouquin, je ne pensais pas que c'était ce que j'allais vivre moi-même après. Mais c'est vraiment ça que j'ai l'impression de vivre, l'éphémère pérennité. C'est-à-dire être à la fois les pieds au sol, et ça, c'est le quotidien, et puis d'avoir la tête dans les étoiles. C'est-à-dire être capable à un moment donné, de se poser des questions, d'aller chercher des réponses à des trucs un peu bizarroïdes, qui pourraient paraître bizarroïdes à d'autres, mais qui pour moi sont des questions importantes. Voilà. Si on remettait l'envie au centre du podcast pour ceux qui nous écoutent, avec tout le chemin que tu as fait, quels sont pour toi on va dire, les pièges tue l'envie? Est-ce qu'il existe pour toi oui, ce que j'appelle des tue l'envie, des choses qu'on rencontre régulièrement et qui nous polluent, qui nous empêchent, entre guillemets, d'avoir envie, qui nous déroutent, entre guillemets, de notre axe central? Est-ce que tu as rencontré des choses comme ça qui t'ont pollué, sur lesquelles tu as dû combattre, et certaines branches que tu as dû couper, on va dire, si on continue l'allégorie? Ouais. Oui, évidemment, et je pense qu'on est tous confrontés à ça. On est tous confrontés d'abord, je pense à nos propres peurs. Alors, ça nous renvoie chacun à ce qu'on a pu traverser avant, bien sûr. Mais la peur, c'est évidemment un énorme tue l'envie. Je pense qu'il y a aussi le regard des autres. Et donc ça, il faut apprendre à s'en détacher. Il faut apprendre à se dire, oui, l'autre, il est important, mais dans ce que je ressens, son regard n'a pas sa place. Son regard peut avoir sa place sur plein de choses, sur des comportements qu'on peut avoir dans la vie du quotidien. Mais à un moment donné, c'est quel regard je porte sur moi. Quel regard j'ai envie de plonger à l'intérieur de moi. Il y a une expression juridique qui dit sonder les cœurs et les reins. C'est génial parce qu'en acupuncture, le cœur et le rein sont reliés sur un axe énergétique, un grand axe énergétique, un axe vertical, c'est-à-dire ce qui nous donne l'énergie d'avancer sans avoir peur. La peur, c'est l'énergie d'un rein qui est vide de son énergie. Si on a un rein vide, on a la trouille.
on a la trouille et donc on n'avance plus. Et donc on ne peut plus nourrir son cœur d'une énergie saine. Or, le but de la vie, c'est de nourrir son cœur d'une énergie saine. C'est que le cœur soit en paix, soit paisible. Ça, c'est la vision taoïste. Donc la peur, ouais, c'est le tue l'envie. Je pense vraiment le tue l'envie. Donc il faut arriver à dépasser ça. Alors dépasser sa peur, il y a plein de gens qui cherchent à faire ça Oui. au quotidien. On est tous un peu confrontés à ça. Donc peut-être oui, peut-être il y a ça. Il y a peut-être, je pense aussi, une forme de routine. Et ça, je le vois même dans ma pratique thérapeutique, c'est-à-dire que sur les 365 points d'acupuncture qui sont répartis sur le corps humain, il y en a peut-être une centaine qui vont être un peu des autoroutes, on va dire. Et donc, la facilité, c'est de se dire, bah là, je vais prendre l'autoroute ici, puis je vais prendre la bifurcation, l'échangeur qui est là, puis je vais me retrouver sur une autre autoroute qui est là. Et puis comme ça, d'autoroute en autoroute, je vais arriver à traiter mon client. Oui, mais en fait, ça, c'est la facilité, c'est la simplicité, c'est la routine. Ce qui est intéressant, c'est d'aller se dire, est-ce qu'il n'y a pas des départementales que je peux prendre? Est-ce qu'il n'y a pas des nationales que je peux prendre? Est-ce qu'il n'y a pas des petits chemins vicinaux que je peux prendre? Et ça, il faut pas tomber dans la routine. Il faut garder l'envie d'aller se balader dans ces chemins-là, tu vois? Donc ça, oui, la routine, ça peut être un tue l'envie. Il faut faire gaffe à ça. Ça veut dire qu'il faut un peu se challenger. Je déteste ce mot, mais il faut jamais s'encrouter. En fait, c'est ça le truc. C'est qu'il faut pas s'encrouter. Moi, je suis d'un signe zodiacal occidental qui est le signe du Gémeaux. Le Gémeaux, c'est, paraît-il, le signe. Tu disais tout à l'heure un papillon. Oui, c'est sans doute un signe qui papillonne. Le Gémeaux, il a cette particularité qu'il est tellement curieux de plein de trucs qu'en fait, il va passer d'un sujet à l'autre. Il va vite, hein, ça va vite chez le Gémeaux. Il passe d'un truc à un autre, etc. Mais je pense que moi, je suis très Gémeaux en ça, c'est-à-dire que je déteste m'encrouter. Je déteste ça. Dès que je sens que je m'encroute, c'est que je suis en train de mourir, en fait. Donc, il faut que j'aille chercher autre chose pour renourrir l'envie. Alors justement, toi, tu as ce recul, tu as cette compétence, tu as cette possibilité parce que tu as vécu et parce que tu as une histoire qui va dans ce sens-là, mais je me mets à la place de quelqu'un qui a perdu son envie ou qui la cherche tout simplement. Comment, avec le témoignage que tu nous livres, quel est le conseil, entre guillemets, ou qu'est-ce que tu pourrais dire justement à quelqu'un qui a perdu cette envie, quelqu'un qui, imaginons, qui rentre dans ton cabinet et qui n'a envie de plus de rien. Comment on rend l'envie, comment on réveille l'envie? Tu sais, et je l'ai dit, je crois, au tout début, ça m'a échappé, mais parce que je crois vraiment à ça. Les mots, non seulement ont un sens, bien sûr, mais les mots, si tu les écoutes dans ce que certains appellent la langue des oiseaux, les mots parlent aussi d'autres choses. Il faut savoir les écouter. L'envie, c'est être en vie. Voilà. C'est ça, l'envie. Donc, quand on n'a plus d'envie, c'est qu'en réalité, on n'est plus en vie. Ça paraît tout bête ce que je raconte, hein, mais je crois vraiment profondément à ça. Donc, des conseils, je ne sais pas si j'ai des conseils à donner. J'allais dire, oui, j'aurais envie de dire que peut-être, comme disait Édouard Baird, dans une tirade fameuse, j'aurais envie de dire que quand on est dans cet état-là, où on a la sensation que on n'est plus en vie, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans la vie, parce que c'est ça, être en vie, c'est être dans la vie, c'est-à-dire être capable de se laisser traverser par des émotions. Celui qui est plus dans la vie, c'est que plus aucune émotion ne le fait vibrer. Hein. On parle de vibration, là. On parle vraiment de ça. Être en vie, c'est vibrer. Ça n'est rien d'autre que ça. Tout dans l'univers, d'ailleurs, les Chinois l'avaient bien compris depuis des milliers d'années, tout dans l'univers n'est que mouvement. Là où il n'y a plus de mouvement, c'est qu'il n'y a plus de vie. Donc, on n'est plus en vie. Donc, il faut être capable de vibrer. Alors, la question qu'on doit, à mon avis, qu'on devrait chacun se poser, c'est qu'est-ce qui me fait vibrer, en fait? À quoi je vibre? Qu'est-ce qui me traverse pour que je ressente quelque chose? Ressente. C'est-à-dire que je sente à nouveau. Ressentir, c'est ça, hein? C'est sentir à nouveau. Donc, c'est bien l'idée que on a senti à un moment donné, et puis qu'il y a quelque chose qui s'est étiolé. Voilà, la petite fleur a fané tout doucement,
elle est entrée dans la saison de l'automne. Hein, c'est cette saison où la nature vient faire des réserves pour pouvoir passer l'hiver. Et au sortir de l'hiver, où on a pris soin de l'énergie de ses reins, justement, au sortir de l'hiver, paf, c'est l'éclosion, c'est la force de la nature qui renaît. Ben, c'est ça, ressentir. Donc, il faut cultiver, je vais prendre là aussi une autre image, un autre verbe en lien avec une image de nature. Il faut cultiver, se cultiver. Hein, Voltaire disait de cultiver son jardin. Et oui, il faut cultiver son jardin, c'est-à-dire toujours être en train de bêcher, de sarcler, d'arroser, de semer, d'élaguer, de se dire qu'il y a des choses que un arbre peut pas pousser s'il perd pas des branches. Ben oui, donc il faut se séparer de choses. Il faut arriver à se séparer de vieux trucs, de vieux schémas. Il faut pas hésiter à les remettre en cause. Les trucs qui nous allaient à un moment dans notre vie, ben, il y a un moment, ça ne nous va plus. Voire même, ça nous empêche d'avancer. Donc, il faut cette petite armure qu'on s'est construite quand on était petit, parce qu'elle nous a protégés de plein de choses, elle nous a aidés à grandir. Ben ouais, c'est super, mais à un moment donné, c'est comme la peau du serpent. Il faut muer. Il faut muer, il faut se séparer de cette peau parce qu'elle est trop petite pour nous. Je dis pas du tout que c'est facile, mais je dis que pour être en vie et donc continuer d'avoir l'envie, il faut passer par ça. Il faut passer par ce travail d'exploration intérieure, de qu'est-ce qui me fait vibrer profondément, qu'est-ce qui me fait vibrer profondément. Et la réponse à cette question-là, elle peut être complexe, elle peut être longue. On n'est pas forcé d'avoir la réponse immédiatement. Ça peut prendre un certain temps. Il va falloir peut-être la mûrir et puis il va falloir la remettre dans la balance. Peut-être qu'on aura un début de réponse qu'il faudra repeser au trébuchet de où on en vit, où on en est dans sa propre vie, remettre ça en perspective, se dire qu'on n'est pas tout seul aussi. Tu pourrais me dire, c'est très égoïste ce que tu nous dis, Fred. Oui, sans doute. Peut-être qu'à un moment donné, pour pouvoir mieux donner aux autres, il faut être capable d'aller chercher en soi des choses très profondes. Il faut faire ce chemin-là d'introspection. Il faut descendre en soi-même pour pouvoir ensuite ressentir et donc être capable ensuite de redonner aux autres. Je crois fondamentalement à ça, vraiment. Voilà, c'était une tirade un peu longue et un peu philosophique. Non, mais ce que je comprends bien, c'est que ta définition de l'envie, finalement, c'est être en vie. Ouais. Donc, c'est vraiment ça. Maintenant, on va arriver à la fin de notre podcast. Je te remercie pour cette grande et belle histoire qui nous rappelle que finalement, l'important dans l'envie, c'est un déclencheur, ce qui fait d'une idée un mouvement surtout, et c'est ce que j'entends dans ce que tu as dit, Ouais. c'est-à-dire qu'on doit bouger, on doit avancer, l'envie, ça reste pas statique. Ouais. Et ce mouvement, finalement, il va nous faire évoluer, il va nous faire changer, il va nous faire comprendre un certain nombre de branches qu'il va falloir s'accrocher pour certains et d'autres couper d'autres. Donc, merci en tout cas de nous l'avoir dit, nous l'avoir fait vivre et finalement faire partager ton histoire de l'envie. Et je voudrais, est-ce que tu as un truc à rajouter par rapport à tout ce qu'on s'est dit depuis une heure à peu près maintenant? Écoute, non, merci à toi parce que c'était très chouette tu vois, c'est un exercice que je fais pas intuitivement comme ça tout seul, mais je trouve que c'est un exercice hyper intéressant. Ta question est la question de l'envie. En plus, pense que c'est une question. Moi, je le vois arriver dans le cabinet. Je vois des gens qui arrivent qui n'ont plus d'envie, ils n'ont plus rien. Ils sont passés par tellement de drames, tellement de traumas, tellement de souffrances, tellement de choses compliquées. Ce monde aujourd'hui, il est tellement dur que je trouve que ce moment que tu nous donnes aux uns et aux autres, où tu nous questionnes sur l'envie, c'est un très chouette moment. Je te remercie de me l'avoir donné l'occasion d'y participer. J'espère t'avoir donné envie de continuer d'avoir envie en fait. C'est Johnny qui chantait ça très très bien. Mais moi j'ai été, je pense, le plus sincère possible dans mes réponses. Merci à toi et puis belle envie à toi et à tous de continuer d'avoir envie. Eh ben, merci beaucoup, Fred. Merci pour tout. Et puis, pour de prochaines aventures, je te proposerai d'écouter d'autres personnes qui parleront à ta place sur le thème de l'envie. En tout cas, un grand merci pour ta fidélité, ton ouverture et surtout ta franchise et ta transparence. Merci à toi. Merci, À Fred. très vite. Salut.
Ce que vous venez d'entendre n'est pas une success story. C'est juste la voix de quelqu'un qui a activé une envie profonde, en l'occurrence la sienne. Et vous, elle dit quoi la vôtre en ce moment ? Écoutez-la, laissez-la parler. Et souvenez-vous bien que l'envie est à la vie ce que la noisette est pour l'écureuil. Une réserve d'énergie, de plaisir, parfois même de survie. Alors ne laissez personne appuyer sur le bouton play de vos envies à votre place. Sauf peut-être pour écouter un prochain épisode des podcasts de l'envie.